Salut à tous. J'ai 3 fils Reddit les plus flippants pour vous, vous allez pas les oublier. Abonnez-vous pour plus et on commence. Ma thérapeute connaît des choses que seule ma mère décédée savait. Je commence à avoir très peur. 28, femme. Certains secrets devraient rester enterrés. Il y a 4 mois, j'ai perdu ma mère. Cancer du poumon. Ça a été rapide vers la fin. Je suis bibliothécaire municipal. J'ai 28 ans. Je vis seul dans un appartement du centre-ville. Ma sœur aînée, Camille, habite à 2 heures de route. Après l'enterrement, le chagrin était insupportable. Je ne dormais plus. Je n'arrivais plus à me concentrer au travail. Ma responsable m'a conseillé de consulter quelqu'un. J'ai trouvé le docteur Moreau par ma mutuelle. Cabinet agréable, voix calme, tous les diplômes qu'il faut. Les 2 premières séances ont été normales. On a parlé de maman, de comment je gérais le deuil, des techniques de respiration. Rien d'extraordinaire. La 3e séance, quelque chose a changé. J'étais en train de lui raconter un souvenir d'enfance quand elle a souri et dit doucement « Je comprends parfaitement, ma petite étoile. » Mon cœur s'est arrêté. Ma petite étoile, c'était le surnom de ma mère pour moi. Personne d'autre ne l'utilisait. Jamais. C'était notre truc à nous deux, depuis que j'étais toute petite. J'ai dû faire une drôle de tête parce que Dr Moreau m'a demandé si ça allait. J'ai bafouillé quelque chose, mais elle a continué comme si de rien n'était. 4e séance. J'ai commencé à remarquer d'autres choses. Ses gestes. La façon dont elle penchait la tête quand elle m'écoutait. Comment elle tenait sa tasse de café, les 2 mains refermées autour, exactement comme maman le faisait. J'ai essayé de me dire que c'était une coïncidence. 5e séance, la semaine dernière. On parlait de culpabilité. Elle a dit tranquillement « Le poids de la culpabilité peut venir de très loin, même de l'enfance, comme ce que vous avez fait à l'église quand vous aviez 9 ans. » Je suis devenu glacé. L'église, la boîte de donation. J'avais volé 20 € à 9 ans pour un jeu vidéo. Je n'ai jamais dit ça à personne, sauf à ma mère. Le dernier jour à l'hôpital, 3 jours avant sa mort. On était seuls dans la chambre, porte fermée. Je lui ai tout avoué en pleurant. Elle m'a serré et m'a murmuré que Dieu pardonne. Personne d'autre ne le savait. Personne. « Comment vous savez ça ?» j'ai demandé, la voix tremblante. Docteur Moreau a souri gentiment. « Vous avez dû m'en parler lors de notre première séance. Vous étiez très émotive ce jour-là. » Non, je ne lui en ai jamais parlé. Jamais. J'en suis absolument certaine. J'ai une nouvelle séance prévue demain après-midi. Comment pouvait-elle savoir ? Le doute est un poison lent. Je suis sorti de cette 5e séance en tremblant. Pendant plusieurs jours, j'ai essayé de trouver une explication rationnelle. Peut-être que dans le brouillard du chagrin, lors de la première séance, j'avais vraiment mentionné l'histoire de la boîte de donation. Peut-être que Dr Moreau était simplement doué pour lire les gens. Mais de surnom, ma petite étoile. Maman l'avait inventé quand j'avais 3 ans. Personne d'autre ne l'avait jamais utilisé. Jamais. 6e séance. J'ai décidé de la tester. J'ai inventé un faux souvenir, un voyage en Espagne avec maman que nous n'avons jamais fait. Dr Moreau n'a pas mordu à l'hameçon. Elle est restée professionnelle, m'a posé des questions ouvertes. J'ai commencé à me détendre. Peut-être que j'avais imaginé tout ça. Puis elle a dit « Votre mère aimait beaucoup Chopin, n'est-ce pas ? Particulièrement la nocturne opus 9 numéro 2. » Mon sang s'est figé. C'était vrai. Le morceau préféré de maman. Et puis Dr Moreau s'est mise à fredonner quelques mesures. Exactement comme maman le faisait. Les mêmes notes légèrement fausses aux mêmes endroits. Cette petite imperfection si particulière. Les séances suivantes ont été de pire en pire. Dr Moreau a commencé à utiliser les tics verbaux de ma mère. Enfin bref, avant de changer de sujet. Ma chérie, avec exactement la même intonation tendre. Lors de la 8e séance, elle a décrit son rituel du dimanche matin. Café avec 2 sucres, pas de lait, bu dans une tasse en céramique bleue en lisant le journal. Chaque détail correspondait exactement au rituel de maman. Je ne lui avais jamais parlé des habitudes café de ma mère. Jamais. Être dans ce cabinet de thérapie, c'est comme être assise en face du fantôme de ma mère. Je sais que je devrais arrêter. Mais le chagrin me rend désespéré. J'ai besoin de cette connexion.
même si elle me terrifie. J'ai pris rendez-vous pour la semaine prochaine. Certaines addictions n'ont rien à voir avec une substance. Il y a une différence entre aider et posséder. Les séances 7, 8 et 9 ont basculé dans quelque chose de profondément dérangeant. Lors de la 7e, Dr Moreau a mentionné l'enfance de ma mère en Normandie. Des détails précis sur le village, la maison avec les volets verts. Elle a nommé ma grand-mère Marguerite sans hésiter. Puis, elle a parlé de la cicatrice sur l'épaule gauche de maman. Celle qu'elle s'était faite en tombant de vélo à 12 ans. Je n'ai jamais partagé ces informations. J'ai commencé à remarquer d'autres choses. Son écriture sur ses notes de séance penchait vers la gauche, exactement comme celle de maman. Elle portait des cardigans similaires, du rouge à lèvres bordeaux, la même teinte précise. La 9e séance a été le point de rupture. Dr Moreau m'a regardé et a dit « Tu es devenue la femme que tu devais être, ma petite étoile. Tes racines ne définissent pas ton ciel. » Mon cœur s'est arrêté. Ces mots exacts, c'était la lettre que maman m'avait écrite pour mes 18 ans. Je la garde dans un tiroir fermé à clé chez moi. Personne ne l'a jamais lue. « Comment vous savez ces choses ?» j'ai demandé, la voix brisée. Dr Moreau m'a souri calmement. « Ta mère et moi, nous étions très proches. Elle voulait que je t'aide. » Mon estomac s'est retourné. « Proche comment? Quand ?» Elle a refusé d'en dire plus. Après la séance, j'ai appelé Camille en pleurant. Je lui ai demandé si maman avait déjà mentionné une thérapeute. Il y a eu un long silence. Puis Camille a dit « Oui, maman voyait quelqu'un pendant les 2 dernières années avant sa mort. Elle ne m'a jamais dit qui. Elle était très secrète là-dessus. » J'ai raccroché, glacé. Je consulte la thérapeute de ma propre mère. Mais ça n'explique toujours pas comment elle connaît des choses qui se sont passées après la mort de maman. Mon sang s'est glacé en lisant la partie sur le secret du lit de mort. Comment elle peut savoir ça? Est-ce que ta mère tenait un journal intime? Non, aucun journal. J'ai vidé tout son appartement avec ma sœur. Ce secret, je l'ai murmuré à ma mère 2 heures avant qu'elle meure. Personne d'autre dans la chambre. Même les infirmières étaient sorties. C'est ça qui me terrifie. J'ai eu des frissons. Ma grand-mère est morte l'année dernière. Et si son médecin commençait à l'imiter comme ça, je deviendrais folle. Histoire absolument glaçante. La frontière entre aide psychologique et manipulation est terrifiante ici. Il y a des objets qui ne devraient jamais remonter à la surface. Elle portait le collier que j'ai enterré avec ma mère. Je suis retourné à la 10e séance avec l'intention de confronter Dr Moreau et d'arrêter tout ça. Je me suis assise face à elle. Quand j'ai levé les yeux, mon sang s'est glacé. Elle portait un collier en argent délicat avec un petit pendentif en forme de croissant de lune. Ce collier exact était le bien le plus précieux de ma mère. Un cadeau de ma grand-mère Marguerite, décédée. J'ai moi-même placé ce collier autour du cou de maman dans le cercueil. Je l'ai regardé disparaître sous terre lors de l'enterrement. Il est impossible que Dr Moreau l'ait. « D'où vient ce collier ?» j'ai demandé, la voix tremblante. Dr Moreau a souri doucement. « Je peux tout expliquer, ma petite étoile. Je canalise l'énergie de ta mère. J'accède à ses souvenirs pour t'aider à guérir de ton chagrin. C'est une technique thérapeutique. » Mais ensuite, elle a dit des choses qui ont fait voler cette explication en éclats. Des détails de la dernière semaine de maman à l'hôpital. Des moments privés entre nous deux quand Dr Moreau n'était pas là. Elle ne pouvait pas être là. Puis le pire. Elle a mentionné la dispute que Camille et moi avons eue lors de la veillée funèbre. Les mots exacts que nous avons échangés. C'était 3 mois après la mort de maman. 3 mois. Le collier, j'ai chuchoté. Comment vous l'avez eu? Dr Moreau l'a touché avec tendresse. Elle voulait que je l'aie. Elle m'a dit où le trouver. Je suis sorti en courant de son cabinet. J'ai bloqué son numéro. Je ne retournerai jamais. OP, enregistre la prochaine séance avec ton téléphone. Tu as besoin de preuves avant qu'elle nie tout. Thérapeute depuis 12 ans ici. Ce comportement viole tous les codes déontologiques. Porte plainte immédiatement à l'ordre des psychologues. Exactement. C'est du parasitisme psychologique. Elle exploite ton deuil pour créer une dépendance émotionnelle malsaine. Fuis. Certaines vérités sont pires que l'ignorance. Le silence n'est pas toujours la paix. Une semaine de silence.
J'ai commencé à mieux dormir. Je me suis dit que c'était fini. Puis, notification de messagerie vocale. Numéro inconnu. Je l'ai écouté. La voix de ma mère. Pas similaire, pas proche. Exact. Le léger enrouement dû aux années de tabagisme. La façon particulière dont elle prononçait mon prénom. Chaque inflexion, chaque respiration. Le message disait « Ma petite étoile, pourquoi tu m'as abandonné encore ?» Ce sont les mots exacts que maman a prononcés 3 jours avant de mourir, quand j'ai quitté la chambre d'hôpital pour aller chercher un café. Elle pensait que je l'abandonnais. Des mots qu'aucun enregistrement ne peut contenir, que personne d'autre n'a entendu. J'ai supprimé le message en tremblant, bloqué le numéro. Cette nuit-là, les rêves ont commencé. La voix de maman qui m'appelle depuis le cabinet de Dr Moreau. Je cours dans un couloir sans fin. Sa voix se rapproche, mais je ne la trouve jamais. Chaque nuit depuis, j'ai déménagé d'appartement, supprimé tous les contacts de la thérapeute, changé de bibliothèque pour éviter le quartier près de son cabinet. Ça ne change rien. La voix me suit. Camille pense que j'ai tout imaginé, une hallucination liée au deuil, que mon cerveau reconstitue maman à partir de morceaux de souvenirs. Mais j'ai toujours la carte de visite de Dr Moreau. Et hier, j'ai vérifié en ligne. La photo sur le site de son cabinet la montrait portant le collier au croissant de lune. Celui que j'ai placé autour du cou de maman. Celui qui est dans la terre. Je ne sais plus ce qui est réel, mais je sais que j'entendrai cette voix m'appeler « ma petite étoile » jusqu'au jour de ma mort. Le deuil peut nous faire voir des choses qui n'existent pas. Es-tu sûr que ce ne sont pas des coïncidences que ton cerveau transforme en motifs ? Certaines portes ne se referment jamais. Passons à la suivante. J'ai regardé mon frère perdre conscience en direct et réalisé que son colocataire le droguait depuis des semaines. Ça fait 3 jours. J'arrive toujours pas à fermer les yeux sans revoir cette scène en boucle. Mon petit frère qui s'effondre devant la caméra pendant qu'on parlait. Je suis conseillère financière à Paris, je vis seule. Mon petit frère Théo a 22 ans, il étudie à Lyon. On a toujours été proches. Il a eu des problèmes de dépendance il y a 2 ans, mais il s'en est sorti. Il a repris ses études, il vit en coloc avec un mec de sa fac. Tous les dimanches à 20h, on se fait un appel vidéo. C'est notre rituel. Ces appels me rassurent. Dimanche dernier, dès les premières minutes, j'ai senti que quelque chose clochait. Théo avait l'air ailleurs. Il bafouillait, ses phrases étaient décousues. Je me suis dit qu'il était crevé, ou pire, qu'il avait rechuté. Il me rassurait, me disait que tout allait bien. Puis j'ai vu son colocataire passer derrière lui, poser un verre sur le bureau. Théo ne regardait pas. Moi, j'ai vu le coloc remuer quelque chose dans le verre avec une cuillère, vite, discrètement, en jetant des coups d'œil vers Théo. Mon sang s'est glacé. Théo a bu une gorgée. 5 minutes après, il ne pouvait plus parler. Ses pupilles étaient immenses, complètement dilatées. Il s'est affaissé sur sa chaise, la tête qui partait sur le côté. J'ai hurlé son nom à travers l'écran. Il a essayé de répondre, mais aucun son ne sortait. Ses yeux se sont fermés et il est tombé en avant, le front contre le bureau. J'ai crié encore et encore. Le colocataire est apparu dans le cadre, l'air inquiet, me demandant ce qui se passait. Comme s'il ne savait pas. 400 km, aucun moyen de l'atteindre. Son frère perdait conscience et elle ne pouvait rien faire d'autre que hurler dans le vide. Il ne bougeait plus. J'ai essayé de le réveiller en criant son nom à travers l'écran, encore et encore, de plus en plus fort. Rien. Il était affalé sur sa chaise, la tête contre le bureau, les bras qui pendaient. Inerte. Le colocataire est réapparu dans le cadre, l'air inquiet. « Qu'est-ce qui se passe ? Théo ? Théo, ça va ?» Comme s'il ne savait pas exactement ce qu'il venait de faire. Je lui ai hurlé d'appeler une ambulance. Tout de suite, maintenant ! Il a hoché la tête, a cherché son téléphone, l'a fait tomber, l'a ramassé. Trop lent, beaucoup trop lent. J'ai raccroché et j'ai composé le 15 moi-même depuis Paris. J'ai donné l'adresse de Théo à Lyon, rue Pasteur, 3e étage. J'ai expliqué qu'il avait perdu conscience brutalement, que j'avais tout vu par appel vidéo. La standardiste a dit qu'ils envoyaient une équipe immédiatement. J'ai rappelé le colocataire. Pas de réponse. J'ai réessayé. 5 fois, 10 fois, 15 fois. Toujours la messagerie. J'ai appelé ma mère en sanglotant, les mains qui tremblaient. Je lui ai tout raconté. L'appel, Théo qui s'effondrait, le verre, le geste que j'avais vu. Elle ne comprenait pas.
J'ai réservé le premier train pour Lyon, départ à 6h17 le lendemain matin. 400 km entre lui et moi, et je ne pouvais rien faire d'autre qu'attendre. 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné. Numéro lyonnais inconnu. L'hôpital Édouard Herriot. Théo avait été admis aux urgences, il était inconscient, stable pour le moment. Il faisait des analyses de sang. Le colocataire était avec lui. Il leur avait dit que Théo s'était juste effondré. Aucune mention de l'appel vidéo. Aucune mention de ce que j'avais vu. Aucune mention du verre, de la cuillère. Je savais ce que j'avais vu, mais je n'avais aucune preuve. L'attente dans son appartement vide fut insoutenable. Chaque minute semblait durer 1 heure. Personne ne la croirait. Elle n'avait pas dormi. Je suis arrivé à l'hôpital Édouard Herriot vers 9h30. Théo était au 3e étage, toujours inconscient, sous sédatif. Les médecins étaient perdus. Ses analyses de sang montraient des substances, mais dans une combinaison inhabituelle. Ils pensaient à une rechute. Je leur ai raconté ce que j'avais vu pendant l'appel vidéo. Le colocataire versant quelque chose dans le verre de Théo, la cuillère, le geste rapide, les pupilles dilatées, tout. Ils m'ont écouté avec hésitation, puis ils ont appelé la police. 2 policiers sont arrivés. Je leur ai tout répété. Ils ont pris des notes, mais semblaient dubitatifs. Ils ont quand même décidé d'interroger le colocataire, qui était dans la salle d'attente depuis la veille. Je l'ai vu à travers la vitre. Calme, téléphone à la main. Quand les flics l'ont fait entrer dans une salle, il avait l'air bouleversé. Il ne comprenait pas, disait-il. Théo avait été bizarre ces dernières semaines. Je crois qu'il utilisait à nouveau. Chaque phrase sonnait comme une réplique apprise. Trop calme, trop fluide. Et là, la culpabilité m'a frappé. Théo m'avait paru fatigué ces derniers temps pendant nos appels. Distrait. J'avais pensé que c'était le stress des partiels. Mais si ça durait depuis des semaines? Si j'avais raté tous les signes? Mon Dieu, je ne peux même pas imaginer à quel point ça a dû être terrifiant. Tu as littéralement sauvé sa vie en appelant les secours. Tu as eu un sang-froid incroyable. Rester en ligne tout en appelant les secours, beaucoup auraient juste raccroché sous la panique. Est-ce que la police a expliqué depuis combien de temps exactement le colocataire faisait ça? Il y avait des signes avant? Les relevés bancaires montrent que ça a commencé il y a 2 mois et demi. Il avait déjà vidé 8 000 € du compte de Théo et ouvert 3 cartes de crédit à son nom. Les médecins m'ont dit que les doses augmentaient progressivement chaque semaine. Les 4 crises d'angoisse que Théo avait eues avant étaient des surdoses que ce type appelait lui-même aux urgences en jouant le colocataire inquiet. 2 jours plus tard, la vérité a éclaté. Mon frère s'en est sorti, mais ma mère me rend responsable. Théo s'est réveillé au bout de 2 jours. Perdu, fragile, incapable de se rappeler ce qui s'était passé. La police a fouillé l'appartement et la chambre du colocataire. Ils ont trouvé les produits qu'il utilisait. Les pièces d'identité volées de Théo, des signatures falsifiées, des relevés bancaires. L'enquête a révélé que ce type droguait méthodiquement mon frère depuis plus de 2 mois. Il avait ouvert 3 cartes de crédit au nom de Théo et vidé 8 000 € de son compte en banque. Mais le pire, c'est que les médecins ont retrouvé dans les dossiers hospitaliers 3 admissions antérieures pour crise d'angoisse au cours des 2 derniers mois. C'étaient des surdoses déguisées. Le colocataire calibrait les doses. Il testait jusqu'où il pouvait aller sans tuer Théo. La police l'a arrêté. Ma mère est arrivée à Lyon le lendemain. Je m'attendais à des retrouvailles, à du soulagement. Elle était furieuse. Contre moi. Tu es sa grande sœur. Tu vis dans le même pays. Pourquoi tu n'es jamais venu le voir? Pourquoi tu n'as rien remarqué? Chaque mot était une accusation. Le blâme est retombé entièrement sur moi. Pas sur le type qui droguait son fils depuis des semaines. Sur moi. Comment va ton frère maintenant? Est-ce qu'il récupère bien? Et le colocataire, il est en prison? Mais attends, pourquoi son colocataire faisait ça? Quel était son mobile? C'est tellement tordu comme situation. Le pire dans tout ça, c'est qu'il faisait entièrement confiance à ce type. Vivre avec quelqu'un qui te drogue méthodiquement pendant des mois, exactement. C'est le genre de trahison dont on ne se remet jamais vraiment. Le frère va avoir besoin de thérapie pendant des années, peut-être toute sa vie. La confiance est complètement détruite. Sa mère ne lui pardonnerait jamais. Elle ne dort plus. Théo est sorti de l'hôpital au bout d'1 semaine et s'est installé chez ma mère pour se remettre. Le colocataire fait face à plusieurs chefs d'accusation.
empoisonnement, vol d'identité, fraude bancaire, tentative de meurtre. Mais cette fin heureuse est creuse. Je fais des cauchemars chaque nuit depuis 3 semaines. L'appel vidéo en boucle. Les pupilles de Théo qui se dilatent, encore et encore, démesurément noires. Sauf que dans le cauchemar, je ne peux plus bouger. Je ne peux pas appeler les secours. Je reste paralysé à le regarder s'effondrer devant moi. Je me réveille en hurlant à chaque fois. Ma mère ne s'est jamais arrêtée. Chaque conversation familiale contient des remarques pointues sur mon échec. « Tu es sa grande sœur ? Tu vis dans le même pays, pourquoi tu ne lui rendais jamais visite ? Pourquoi tu n'as rien vu ?» Le blâme retombe toujours sur moi, jamais sur elle. Théo est détruit. Il ne parle presque plus. La trahison de quelqu'un en qui il avait totalement confiance l'a brisé de l'intérieur. Notre famille est fracturée en morceaux. Et moi, je repasse tous nos appels précédents dans ma tête. Tous les dimanches où il avait l'air fatigué, distrait. C'est juste les examens qui approchent. Combien étaient en fait des épisodes de drogage ? Combien de signes ai-je raté ? Je lui ai sauvé la vie ce dimanche-là, mais je n'arrive pas à me débarrasser du sentiment que j'aurais dû le sauver plus tôt. J'ai vécu quelque chose de similaire avec ma sœur. Cette impuissance à travers un écran, de ne rien pouvoir faire physiquement, c'est une torture psychologique indescriptible. Le fait que ta mère te blâme est complètement injuste. Tu n'es absolument pas responsable des actes d'un psychopathe. Elle projette sa propre culpabilité sur toi. Passons à la suivante. Ma serrure connectée s'ouvre toute seule à 3h18 du matin et les logs disparaissent de l'appli. Quelque chose entrait chez elle chaque nuit. Je, 26, femme, vis seule dans un appartement depuis 3 ans. Je travaille comme téléconseillère à distance, donc je passe énormément de temps chez moi, souvent jusqu'à tard le soir selon mes horaires. Il y a 8 mois, après une tentative d'effraction dans l'immeuble, j'ai décidé d'installer une serrure connectée pour me sentir plus en sécurité. Je pouvais verrouiller et déverrouiller à distance, consulter l'historique complet des entrées, recevoir des alertes en temps réel. Tout ça depuis mon téléphone. Ça me rassurait énormément de pouvoir tout contrôler. Il y a 3 semaines, j'ai remarqué quelque chose de vraiment étrange dans l'application. Un déverrouillage enregistré à 3h18 du matin. J'étais certaine de dormir profondément à ce moment-là. Aucun souvenir de m'être levé, rien. J'ai d'abord pensé à un bug, une simple erreur du système. Puis c'est arrivé à nouveau 2 jours plus tard. Toujours 3h18. Exactement la même heure, à la minute près. J'ai vraiment commencé à flipper. J'ai immédiatement changé mon code PIN, choisi une combinaison complètement différente. Ça a continué, nuit après nuit. Toujours 3h18 précise. Le pire, c'est que les anciennes entrées du journal commençaient à disparaître de l'historique. Des lignes entières effacées sans explication, comme si quelqu'un nettoyait délibérément ses traces. Complètement paniqué, j'ai commandé une caméra cachée en livraison express et je l'ai installée dans mon entrée. Quand j'ai visionné des premières images, mon sang s'est littéralement glacé. Une silhouette en capuche entre tranquillement chez moi avec le code actuel, celui que je venais tout juste de changer. Elle traverse mon appartement avec une aisance terrifiante, touche mes affaires sans rien voler, déplace des petits objets, s'arrête longuement devant la porte fermée de ma chambre pendant que je dors à quelques mètres. Sur sa veste, bien visible sous la lumière du couloir, le logo de Securnest, cette start-up française qui a racheté ma marque de serrure il y a 6 mois. Le logo sur sa veste changeait tout. Elle revoyait sans cesse cette silhouette franchir sa porte d'entrée, comme si elle possédait les lieux, comme si cet appartement lui appartenait. J'ai immédiatement appelé Léa, ma meilleure amie. Quand elle a visionné les extraits que je lui ai envoyés, sa voix a tremblé au téléphone. Elle m'a supplié d'aller directement au commissariat porter plainte. Mais j'ai hésité. Quelle preuve concrète est-ce que j'avais ? Les logs de l'application continuaient de disparaître par blocs entiers, effacés par quelqu'un qui maîtrisait visiblement le système de fond en comble. Comment expliquer ça à la police sans passer pour une paranoïaque qui invente des intrusions ? Je me suis mise à visionner les enregistrements en boucle, obsessionnellement. La silhouette ne montre jamais son visage, toujours caché sous cette capuche. Mais en regardant image par image, j'ai remarqué d'autres détails terrifiants. Des petits changements subtils. Ma tasse de café déplacée de quelques centimètres sur le comptoir. Un tiroir de ma commode légèrement entrouvert. Mon ordinateur portable tournait différemment sur mon bureau.
Rien de volé, jamais. C'est exactement ça qui me terrorise le plus. Cette personne ne cherche pas à prendre mes affaires. Elle veut juste être là, toucher mes objets, envahir mon intimité. La violation psychologique est 1000 fois pire qu'un cambriolage ordinaire. J'ai fait des recherches approfondies sur SecureNest en ligne. C'est une start-up française fondée il y a 2 ans, très tendance dans la tech parisienne. Leur slogan promet « La sécurité domestique de nouvelle génération ». L'ironie me donne envie de vomir. Maintenant, je dors avec une chaise lourde coincée contre ma porte de chambre. Les déverrouillages à 3h18 précises continuent, nuit après nuit, sans exception. Les petits détails déplacés racontaient une histoire bien plus sinistre qu'un simple cambriolage. Chaque nuit, la même heure. Toujours 3h18. Elle devait savoir qui se cachait derrière cette capuche. J'ai épluché absolument tout le site web de SecureNest, le blog d'entreprise, les interviews dans la presse tech, les archives complètes de leurs conférences. J'ai trouvé des dizaines de photos des 2 cofondateurs lors d'événements parisiens, souriant devant des stands promotionnels, serrant des mains d'investisseurs. Je ne reconnaissais aucun des 2 visages. Rien ne collait avec la silhouette que je voyais sur mes vidéos. J'ai installé une 2e caméra dans mon salon, avec un angle différent pour couvrir plus de zones. 3 nuits plus tard, j'ai capturé une nouvelle intrusion. La même silhouette encapuchonnée, toujours à 3h18, mais cette fois, elle est restée bien plus longtemps. Elle s'est assise tranquillement sur mon canapé, comme chez elle. Elle a pris le livre que je lisais, pose sur la table basse, et la feuillette lentement, page après page, s'arrêtant parfois pour lire des passages entiers. L'intimité de la scène m'a donné la nausée. Ce n'était pas juste une effraction, c'était une intrusion totale dans ma vie privée, quelque chose de profondément malsain et obsessionnel. Maintenant, je fais des captures d'écran de chaque nouvelle entrée dans l'application avant qu'elle ne disparaisse. J'archive tout compulsivement, chaque image, chaque donnée, chaque anomalie. Léa me supplie de déposer plainte au commissariat. Elle m'appelle tous les jours pour vérifier que je vais bien. Mais je suis complètement paralysé par le doute. Comment les convaincre sans pouvoir identifier formellement cette personne, sans log stable ? J'ai l'impression qu'ils vont me renvoyer chez moi en me disant que c'est un simple bug informatique, que je suis trop stressé par le télétravail. Je ne me sens plus en sécurité nulle part, même chez moi, surtout chez moi. Je sursaute au moindre bruit dans le couloir. Je vérifie l'application toutes les 10 minutes. Je dors à peine 3 heures par nuit. C'est exactement pour ça que je ne fais jamais confiance aux serrures connectées. Un admin malveillant peut tout contrôler à distance. Change de serrure immédiatement pour une mécanique classique. La peur avait pris toute la place. Un dernier clic avant d'abandonner. J'ai découvert qui entrait et pourquoi il avait mes codes. J'étais en train de commander une serrure traditionnelle quand quelque chose m'a poussé à retourner sur la page à propos de SecureNest une dernière fois. J'ai cliqué sur les biographies des cofondateurs et là, mon sang s'est glacé. Mathieu, mon ex d'il y a 3 ans. Je n'arrivais pas à y croire. J'ai fixé sa photo plusieurs minutes en tremblant, incapable de respirer normalement. C'était bien lui, souriant en costume, présenté comme CTO et cofondateur de SecureNest, spécialisé en infrastructure back-end et sécurité des données. Notre relation était toxique. Il était jaloux, possessif, contrôlant. Il vérifiait constamment ma localisation, lisait mes messages, m'accusait de choses délirantes. J'ai mis presque 1 an à trouver la force de le quitter définitivement. J'ai déménagé, changé de numéro, coupé tous les ponts. Et maintenant, il est entrepreneur dans la tech, avec un accès back-end complet à des milliers de serrures connectées, dont la mienne. Il a retrouvé mon nouveau logement via les données de mon compte utilisateur. Il entre chez moi depuis des semaines. Il me surveille, touche mes affaires, efface méticuleusement les logs côté serveur pour couvrir ses traces. Il sait exactement ce qu'il fait. C'est calculé, méthodique, terrifiant. Tout ce temps, c'était lui derrière cette capuche. Mon Dieu, je viens de vérifier mon appli de serrure et j'ai aussi des déverrouillages bizarres la nuit. Je pensais que c'était un bug. Maintenant, j'ai la chair de poule. Je bosse dans la cybersécurité. Ce que tu décris est une violation massive du RGPD et potentiellement criminelle. Contacte la CNIL, porte plainte et considère sérieusement de déménager en attendant. Ce genre d'abus de privilège admin devrait mener direct en prison. Il y a combien de victimes potentielles s'il a accès à toutes les serrures de la marque ? Exactement.
Et le fait qu'il efface les logs montre qu'il sait exactement ce qu'il fait. C'est prémédité, calculé. J'espère que OP porte plainte et que la boîte entière se fait auditer. Combien d'autres femmes? Il était temps de tout révéler. J'ai contacté une journaliste spécialisée dans les violations de vie privée et les abus technologiques. Je lui ai transmis absolument tout. Les vidéos de surveillance, les captures d'écran des logs avant leur disparition, l'identité de Mathieu, les preuves de notre ancienne relation. Elle a lancé une enquête approfondie. Ce qu'elle a découvert m'a donné la nausée. Mathieu n'utilisait pas son accès back-end uniquement sur ma serrure. Il y avait d'autres femmes, probablement d'anciennes copines, des relations passées. La journaliste a retrouvé des schémas similaires, des accès nocturnes inexpliqués, des logs effacés. L'article est sorti il y a 4 jours. Le scandale a explosé immédiatement. La police a ouvert une enquête criminelle pour harcèlement et surveillance illégale. Securnest a suspendu Mathieu et fait face maintenant à plusieurs procès potentiels. L'entreprise pourrait couler complètement. Je suis épuisé émotionnellement, mais aussi incroyablement soulagé que la vérité soit enfin publique. J'ai obtenu une ordonnance restrictive. Je prévois de déménager dans un autre appartement pour repartir à zéro. Je suis suivi en thérapie depuis la semaine dernière. Ça va prendre du temps, mais je me sens enfin en sécurité pour la première fois depuis des mois. Le fait que les logs disparaissent prouve qu'il efface ses traces depuis le serveur. C'est carrément du piratage criminel. Va voir la police avec tes captures d'écran maintenant. J'ai eu un ex comme ça. Il a fallu une ordonnance restrictive et un déménagement pour qu'il me laisse tranquille. Fais attention à toi. Ces gens-là ne lâchent jamais prise facilement. C'était la dernière histoire pour aujourd'hui.